Hello Nation, j'espère que vous allez bien. Je suis Lindsay Jonger et bienvenue dans le Méline Mélo podcast. Avant de continuer, j'aimerais vous remercier du fond du cœur pour tous vos partages, vos suggestions, vos messages, vos likes, votre encouragement. Cela me motive énormément, vraiment merci. Ceci est le 3e épisode d'une série concernant les relations toxiques. Le premier épisode visait à montrer les manifestations d'une relation toxique, tandis que le second concernait comment se libérer d'une relation toxique. Il faut savoir que se libérer d'une relation toxique, c'est une chose. Mais maintenant, se guérir en est une autre. Ce n'est pas évident de se détacher d'une relation toxique, mais il y a encore beaucoup de travail à faire en amont. Et là, je parle de nettoyage, un nettoyage psychologique, émotionnel, etc. Pourquoi? Parce que lorsqu'on débute une relation, on y entre généralement avec une certaine vision de la relation, du couple ou autre. Et à la fin, quand on y sort, c'est avec cette fois d'autres idéologies ou même dans des cas plus graves, des séquelles à vie. Et c'est cet état psychologique qui déterminera la qualité de notre vie après. Cela n'est donc pas très pertinent de rechercher immédiatement une autre relation dans laquelle plonger quand on transporte encore des blessures profondes, bien qu'il existe des relations dites guérisseuses. Il faut prendre le temps de guérir, de faire une introspection et c'est justement le but de cet épisode. Tout d'abord, il faut comprendre qu'on ne tombe pas dans une relation par hasard. Le hasard n'existe pas. Tout ce qui se passe, chaque porte qui s'ouvre, chaque personne que l'on rencontre est la résultante de nos choix. Lorsqu'on se retrouve dans une relation pareille, c'est que probablement au fond de nous, nous avons un problème. Cela peut être un traumatisme d'enfance non soigné, une négligence parentale, un manque d'amour ou même un besoin que l'on n'arrive pas à combler soi-même. Tout concourt à notre bien au final. On le sait maintenant, grâce aux recherches de la National Institute of Mental Health, l'Institut national de la santé mentale aux États-Unis, que sur une population de 100 dépressifs, 50 ont pour cause un manque d'amour parental, une négligence ou une maltraitance. Cela démontre à suffisance la place importante de nos premières expériences émotionnelles dans nos vies. Voilà pourquoi il faut absolument guérir de ces blessures passées. Au-delà de cela, il faut aussi savoir que des traumatismes psychiques non résolus par des parents peuvent être transmis à leur descendance, ce que l'on appelle le traumatisme transgénérationnel. On en parlera profondément dans un autre épisode. Pourquoi je vous raconte tout ceci? C'est pour que vous compreniez, comme je l'ai dit plus haut, que chaque situation que nous rencontrons a une place précise dans notre expérience de vie. Que cela nous semble positif ou négatif, c'est en réalité une belle opportunité, une ressource incroyable d'apprentissage. Maintenant, comment se présente la psychologie ou la physiologie après une relation douloureuse? Qu'on le veuille ou non, une relation toxique est un traumatisme qui présente des conséquences légères à graves selon l'ampleur de la toxicité. Premièrement, le stress post-traumatique. Le stress post-traumatique survient après un événement traumatisant, un choc intense qui nous arrive directement ou dont on a été le témoin. Il peut durer des mois, voire même des années. Tout le monde, et heureusement d'ailleurs, ne manifeste pas ce stress-là à l'issue d'une relation néfaste. Comment cela se passe-t-il? En fait, après l'épisode ou les épisodes traumatisants, le corps, notamment le cerveau, se comporte comme si le traumatisme avait toujours lieu dans le présent.
Une situation d'alerte permanente, ce que l'on appelle l'état d'hypervigilance. Toute situation, tout mot, toute odeur peut déclencher l'alarme et ainsi réveiller les souvenirs troublants du passé, ce qui va entraîner une réaction exacerbée par rapport à la situation, avec des crises d'angoisse, des cauchemars à répétition. Niveau comportemental, la personne qui vit un stress post-traumatique aura tendance à se recroqueviller sur elle-même, un caractère évitant une perte du goût de la vie. Si vous remarquez ces symptômes personnellement ou chez un membre de votre entourage, il est nécessaire qu'il ou elle se fasse consulter chez un psychiatre, car oui, c'est possible de soigner un stress post-traumatique médicalement en association aux thérapies comme l'hypnose, le MDR et j'en passe. Je ne vais pas vous saouler avec. Deuxièmement, la culpabilité subjective. De quoi se sent-on coupable ? On se sent coupable de toutes ces accusations injustes qu'on a acceptées et prises pour réalité lors de la relation. On se sent coupable entièrement de ce que la relation n'ait pas marché. Je ne suis pas en train d'enlever la part de responsabilité de tout un chacun, non. Une relation, quelle qu'elle soit, doit être réciproque et donc les responsabilités partagées. Mais se sentir coupable entièrement n'arrange pas la situation. Au contraire, cela ne fait que diminuer votre estime de vous-même. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'énumérer toutes ces idées négatives que vous aviez de vous-même avant, pendant et même après la relation. Quelles sont les paroles dégradantes que vous aviez prises pour réalité, que vous aviez acceptées comme faisant partie de votre être? Quels sont les comportements que vous aviez tolérés et qui ne vous rendaient pas fier de vous-même? C'est sur la base de ces réponses qu'un véritable travail intérieur se fera, car il est plus facile de résoudre un problème énoncé. À la suite d'une séparation, généralement, on aura tendance à croire que nous ne sommes peut-être pas faits pour vivre le bonheur, ou encore que tous les hommes ou toutes les femmes sont des êtres mesquins. C'est un phénomène que l'on appelle la surgénéralisation. Cette tendance à tirer une conclusion globale sur la base d'un seul élément. À bien y regarder, cette fâcheuse manie constitue une sorte de défense psychologique face aux potentielles ruptures, aux potentielles futures situations désagréables. En pensant ainsi, on croit pouvoir échapper à une peine, une souffrance de plus. On se dit prévoyant face à l'avenir. Pourtant, au fond, on désire le contraire. Mais ce qui est dangereux avec cette croyance, c'est que, à force de marmonner à longueur de journée, intérieurement ou extérieurement, que tout le monde est mauvais, on finira par n'attirer qu'une seule et même catégorie de personnes, c'est-à-dire celles qui vérifieront exactement cette croyance de tout le monde est méchant. Pourquoi? Eh bien, parce que nous avons en nous le pouvoir par nos mots et pensées. Tout ce que nous demandons à l'univers, nous le recevons, que cela nous semble positif ou négatif. C'est une des 14 lois universelles. Cette attitude de surgénéraliser aussi cache derrière elle une peur. Une peur de quoi? Une peur de l'échec, par exemple, une peur de voir à nouveau les choses dégénérer, se passer mal et notre vie qui nous file par les doigts. Cette insécurité aussi sera retransmise dans nos relations futures. Identifiez cette peur-là. Demandez-vous, maintenant que la relation est terminée, de quoi ai-je peur? Peut-être avez-vous peur de vous retrouver seul avec cette personne que vous semblez ne plus connaître, c'est-à-dire vous-même. Et surtout, rappelez-vous, tout le monde n'est pas votre ex. En plus de la peur également, il y a un regret de la séparation. Regret lié aussi à la culpabilisation que j'ai décrit plus haut. Dans notre société actuelle,
On élève nos enfants et nous-mêmes, nous avons été élevés à la culture de la haine de l'échec. Quoi? L'échec? Ah non, personne ne veut en entendre parler. On le hait tous. Par exemple, quand un enfant joue et qu'il tombe, sa maman lui dit « Je t'avais bien dit de ne pas bouger. Voilà, tu t'es blessé. » Au lieu d'apprendre à l'enfant comment jouer avec vigilance ou protection, on l'interdit carrément de jouer. Ce n'est pourtant pas en restant sur place que l'on a appris à marcher. Maintenant que l'on a compris la psychologie post-rupture, que faut-il faire pour revivre une vie de plénitude? Il faut d'abord savoir que l'on ne peut changer ni les gens, ni le passé, mais il est possible de changer notre perception, notre façon de voir les choses. Dans le passé, il n'y a plus rien à faire, c'est clair, mais on peut agir. Nous avons cette responsabilité-là d'agir dans le présent afin de ne plus reproduire les mêmes schémas dans le futur. C'est vrai, tu as été blessé, tu t'es déçu toi-même, mais vas-tu encore laisser la situation prendre le dessus dans ta vie? Désires-tu demeurer éternellement dans cet état de gouffre? La réponse, bien sûr, c'est non. Alors, accepte ce qui s'est passé et prends ta vie en main en menant des actions conscientes, réfléchies et réalistes qui te permettront d'avancer. Se documenter, par exemple, est un bon moyen pour commencer. Apprendre, essayer de comprendre ce que nous ressentons, ce que nous avons traversé est important dans le processus de reconstruction. Si tu écoutes ce podcast, tu es sûrement déjà sur la bonne voie. Mais ce n'est pas tout. Il existe aussi de puissants outils thérapeutiques et gratuits surtout, tels que l'écriture, le dessin, la peinture ou le coloriage. Cela semble anodin, mais mettre sur écrit, sur une feuille, en image, ce que nous traversons permet de sortir du flou mental dans lequel on est bien souvent plongé à force de réfléchir. Cela constitue une espèce de transfert du mental au physique, au concret, et nous aide à mettre les idées en place, à mettre du doigt sur nos lacunes. En plus de cela, le dialogue est une source énorme de relaxation. Une bonne écoute en période de trouble est parfois la seule chose dont nous avons besoin. Mais il faut tout de même savoir à qui parler, car tout le monde n'a pas la qualité de l'écoute. Et également, un autre outil thérapeutique peu connu et négligé, l'alimentation. Ah oui, de nos jours, l'impact de l'alimentation sur l'humeur et sur notre santé mentale est méconnu. Les bananes, les avocats, les aliments riches en antioxydants, les aliments riches en oméga 3, les aliments riches en antioxydants comme les fruits, les légumes, les aliments riches en oméga 3 comme le saumon, les fruits de mer, la vitamine B qui a notamment une importance majeure dans le transfert des influx nerveux au sein du cerveau, la vitamine E, le fer, les bananes, les avocats. Bref, vous l'aurez compris, le bonheur se trouve dans le bio. Ne dit-on pas que le ventre est le deuxième cerveau? Et d'ailleurs, saviez-vous que consommer minimum une banane chaque matin contribuerait à augmenter notre humeur positive? Essayez et vous me direz. Je ne vais pas énumérer les bienfaits de pratiquer une activité physique, cela n'est plus à démontrer, ainsi que le yoga, la musique, la danse et j'en passe. Vous l'aurez compris, l'objectif est de regagner ou gagner l'amour de soi. Patience, patience, patience. Cela prendra du temps, mais le plus important est de persévérer et profiter de ce que nous avons de plus cher, la vie. Voilà, Nation, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. En résumé, l'étape
psychologiques ou même physiques après une rupture douloureuse n'est pas toujours des plus avantageux. Raison pour laquelle il est important d'identifier tous les troubles que nous avons en profondeur, que ce soit un stress post-traumatique, une peur, une surgénéralisation ou autre. Il faut toujours veiller à guérir de nos plaies d'enfance, car bien de problèmes à l'âge adulte y prennent source. N'oubliez pas de vous aimer et vous respecter. C'est votre devoir envers vous-même. En étant heureux, vous apportez bien plus au monde qu'en étant malheureux. Si cet épisode t'a plu, laisse un commentaire, un avis, un like et surtout, abonne-toi. Sur ce, je te fais plein de bisous, plein de câlins et à samedi prochain.